Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Moussa Diop, leader de Agi Jotna, membre de Diomaye Président. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. La polémique ville de Dakar et la révocation de Barthélémy Diaz. La justice va-t-elle confirmer ou infirmer l'arrêté du préfet? Qu'attendre du retour de Diaz sur sa radiation de l'Assemblée nationale? La justice et l'exécutif, la démocratie et les libertés, l'opposition, la coalition Diomaye Président, la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko devant les députés la semaine prochaine, le budget 2025 du Sénégal est-il ambitieux? Maître Moussa Diop face à Babacar Fall, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury d'RFM. Le Conseil constitutionnel renoue avec l'incompétence. La juridiction dit qu'elle ne peut pas statuer sur le recours du groupe Wallo à l'Assemblée nationale qui proteste contre l'attribution du poste de 8e vice-président du Parlement au PASTEF alors que cela lui revenait de droit, estiment les députés de Taku Wallo. La justice attendue sur les recours de Barthélémy Diaz après son éjection de son siège de député et de son fauteuil de maire de Dakar. On va commencer par ça. Maître Moussa Diop, bonjour. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là à la RFM pour parler du Sénégal. Saluer tous les Sénégalais qui vous écoutent ce dimanche. Un plaisir d'être là. Ancien directeur général de Dakar Demdik et membre de l'actuelle majorité présidentielle puisque votre parti Agi Jotna est membre de Diomaye Président. Vous êtes avocat. La révocation de Barthélémy Diaz de la tête de la ville de Dakar est-elle bien fondée ou pas? Alors, pour être précis et concis, à propos de la déchéance de M. Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, je ne rappellerai pas les faits, parce que je pense que tous les Sénégalais sont informés de ce qui s'est passé depuis 2011, des jugements en 2017, la confirmation par la Cour d'appel, mais également le rejet de son pourvoi en cassation en décembre 2023. Donc tout ceci fait que la décision, elle est définitive. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat dessus. Ensuite, vous savez, pour déchoir un maire de son mandat... Un conseil municipal, pour reprendre les termes de la préfecture de Dakar. Je sais, il y a une décision qui a été rendue, mais bon, nous savons, en tant que juristes, nous avons d'abord retourné au texte. Un maire peut être déchu lorsqu'il est condamné pour un crime. Je pense que là, l'article 135 du Code général des collectivités territoriales le précise de façon très claire, il n'y a pas de débat dessus. Il se trouve que M. Diaz a été condamné pour coup mortel. Donc, il a requalification des faits en délit, non en crime. Donc, sur le plan de l'article 135 du Code général des collectivités territoriales, il n'y a pas de débat et il n'a pas été condamné pour crime. Ensuite, il a été constaté que certains ont fait recours à l'article L277 du Code électoral, qui prévoit que tout électeur communal peut saisir le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet, pour faire constater une inéligibilité d'un maire, c'est-à-dire pour le faire déchoir de son mandat de conseiller municipal. En enlevant le titre de conseiller municipal, le maire perd son titre de maire, par effet immédiat. Et ceci pourra être soulevé, je tiens à le préciser Babacar, à toute époque. Je reviens sur le mot à toute époque. À toute époque, c'est-à-dire avant élection et après élection, pourvu que l'inéligibilité perdure. C'est ce qui a été soulevé, le préfet a été saisi et a effectivement pris une décision. Sur le fond et le principe, quand on va au texte, il n'y a pas de difficulté. Mais attention, vous savez, le fond c'est une chose, la forme c'est autre chose. Il est prévu dans l'article LO 162 du Code électoral, que je lis, sera déchu de plein droit de son mandat de député. Celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats ou simplement pendant son mandat. Ce cas d'éligibilité pouvant être soulevé donc, selon l'article, je dis bien au niveau du Code électoral, l'article 277, pour enlever le titre de conseiller municipal, à toute époque. À toute époque. Et le maire ayant la possibilité de faire un recours dans les 10 jours, un recours non suspensif. Maintenant,
vous constaterez que tout ceci devant respecter des procédures, surtout l'article 198. Pourquoi vous dites non suspensif? C'est parce que on est en matière administrative et le sauf dans cet article 177 du Code électoral, sauf recours. Sauf recours, mais bon, vous savez, même si c'est intitulé ainsi, ils n'ont pas dit exécutoire de suite ou non exécutoire. Donc, le recours en principe est suspensif par le droit administratif, parce que nous sommes dans cette matière d'une décision prise par une autorité administrative, le préfet. Et je pense que dans le droit positif sénégalais, ces recours sont suspensifs. Ça, je pense que le débat ne se pose pas du tout. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui interprètent, qui disent, non, je suis politique, je suis membre d'un parti politique, les émissions à foison, mais qui les précisent, qu'ils ne sont pas juristes, et que le sauf là semblerait être quelque chose qui devrait suspendre l'exécution de la mesure en attendant que la juridiction compétente, c'est-à-dire la Cour d'appel, se prononce. Donc, je maintiens ma position que le recours n'est pas suspensif et que les 10 jours qui viennent édifieront les Sénégalais sur le fait que la condamnation ou bien même la déchéance de son mandat de maire est fondée ou pas. Et pourquoi en amont, la candidature de Barthélémy Diaz a été validée par le Conseil constitutionnel? D'ailleurs, candidature qui a fait l'objet d'un recours rejeté par le Conseil constitutionnel pour dire que Barthélémy Diaz est éligible. Vous avez raison, Babacar, mais quand même, j'ai entendu aussi beaucoup d'analyses sur cette question. Faisons simple, pour ne pas compliquer les choses. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, je pense bien, du 11 octobre 2024, c'est-à-dire avant les élections législatives du 17 novembre, a été saisi de 2 recours. Un recours contre la candidature d'Ousmane Sonko, président du PASTEF, et un recours contre Barthélémy Diaz. Ce recours contre Ousmane Sonko avait été introduit par le Takoualou, qui a été rejeté. Le recours qui a été intenté aussi contre M. Diaz a été rejeté. Sur quelle base? Je tiens à préciser que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'inéligibilité ou l'éligibilité d'un de ces 2 candidats. Vous savez, quand une juridiction est saisie, avant d'aller vers le fond du dossier, doit d'abord regarder la recevabilité de la demande. Est-ce que nous sommes dans les temps? Est-ce qu'il n'y a pas prescription? Est-ce que la personne qui a agi a qualité pour agir? Tout ceci doit être analysé. Et au stade de la recevabilité, qui nous a saisis? Le Conseil constitutionnel s'est rendu compte que les saisissants n'avaient pas qualité pour agir. Sans débattre sur le fond, c'est-à-dire l'éligibilité ou non d'un de ces 2 candidats, le Conseil constitutionnel s'est limité à dire la personne qui nous a saisis n'a pas qualité pour agir, donc ce recours est irrecevable. Donc, ceux qui disent que le Conseil constitutionnel aurait validé l'éligibilité d'un de ces 2 candidats se trompent lourdement. Donc, la question de l'éligibilité restant non tranchée par cette décision, le Conseil constitutionnel a tranché la question de la recevabilité. C'est-à-dire que, sur la base de l'article LO 184, ne peut saisir le Conseil constitutionnel pour l'éligibilité d'un candidat que le ministère chargé des élections. Justement. Or, ce ne sont pas les ministères chargés des élections, mais ce sont les coalitions qui avaient saisi le Conseil constitutionnel. La même administration qui déchoit Barthélémy Diaz de son siège de conseil municipal, c'est cette même administration via ce qu'on appelle la DGE, la Direction générale des élections, qui a validé cette même candidature de Barthélémy Diaz aussi. À quelle administration sénégalaise se fier alors? Vous savez, il y a des dysfonctionnements qu'il faut quand même décrier. Parce que vous savez, la condamnation de M. Diaz définitive a été faite avant l'élection, disons, présidentielle, avant les élections législatives. Il revenait, conformément aux dispositions du Code électoral, surtout, je pense, l'article L47, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de saisir tout simplement les autorités chargées de gérer le fichier électoral pour faire constater ou bien extirper quelqu'un du fichier électoral. Et ça, à tout moment. Ce n'est pas une question de révision ou pas. Le texte est précis. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est-à-dire du 22 décembre 2023, date de la décision de la Cour suprême, jusqu'à l'élection présidentielle, jusqu'aux élections législatives, il n'a pas été fait. Donc il y a une carence du ministre chargé des élections et qui a amené tous ces problèmes. L'avait-on fait
de façon désintéressée, je n'y crois pas. Parce que vous savez que, il faut le dire, à un moment donné, sur le plan purement politique, je ne parle pas de droit, M. Diaz avait commis beaucoup d'erreurs aussi. Parce que le peuple sénégalais aspirait à faire partir ou à faire respecter les 2 mandats prévus par la Constitution. Pour le président de la République. Et vous voyez que M. Diaz était tout simplement dans une position qui ne reflétait pas la position de la majorité des Sénégalais, c'est-à-dire l'organisation d'élections à date due et le respect de la Constitution. Il me semble qu'il n'a jamais dit ça, mais il a répondu avec Khalifa Sall, son leader, à l'appel au dialogue de Macky Sall. C'est là que les problèmes ont démarré avec Pastef et Yewwi à l'époque, pour être très précis. Je comprends, tout ceci, ce sont des choses qui sont là, mais je pense que aussi il faut retenir l'essentiel. Est-ce que l'administration et le droit sénégalais doivent s'arrimer aux aléas politiques, aux positions des uns et des autres dans un contexte donné? Je ne suis pas d'accord pour la politisation de l'administration, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, nous avons une administration... Et de la justice, c'est encore beaucoup plus grave. Une instrumentalisation. Je sais, c'est ce que nous avions combattu. Donc il ne faut pas que ce que nous avions combattu perdure. On parle de rupture. Donc si des actes de non-rupture sont constatés, il faut les dénoncer. C'est ça la réalité. Et je pense que dans cette affaire-là également, il y a quand même un parfum de revanche politique dans cette affaire. Ça, qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, c'est la réalité. La rupture, ce n'est pas des paroles. Ce sont des actes qu'on pose. Et vous verrez que, par exemple, c'est des actes de rupture sur la transhumance. Aux dernières élections, vous voyez ce qui s'est passé. C'est contraire à la morale, contre l'éthique politique et surtout le respect de la parole donnée. C'est pourquoi vous m'avez entendu sur la question. Je ne me cache pas, je suis dans la mouvance présidentielle, mais quand la vérité est là, il faut la dire, ou la laisser se dire toute seule. C'est ça la politique et la rupture. Maintenant, utiliser l'administration qui vient prendre certaines décisions pour déchoir un maire, alors que, sur la forme, quand on doit déchoir un maire, vous avez l'article 198, surtout un député, l'article 198 du Code électoral, qui prévoit qu'il faut saisir impérativement le Conseil constitutionnel. Dans cette affaire de Diaz-là, le Conseil constitutionnel ne semble pas, je pèse mes mots, ne semble pas avoir été saisi parce que j'en ai pas la preuve. Et le Conseil constitutionnel devant être saisi par qui? Par le bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République ou un groupe de députés. Là, vous parlez de la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale, de son siège. Donc, ça amène quand même la question de respect de la procédure pour la radiation. Il y a vice de procédure dans la radiation. Il y a risque, oui. Il y a risque, je le pèse, mais moi, il y a risque. S'ils n'ont pas saisi le Conseil constitutionnel, comme le prévoit l'article 198, il y a une difficulté, parce que le texte dit la déchéance prévue par l'article LO 162 du Code électoral est constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine, requête du bureau de l'Assemblée nationale, du président de la République ou bien d'un groupe de députés, ce qui n'a pas, semble-t-il, été le cas. Et donc la lettre du ministre de la Justice envoyée au bureau de l'Assemblée nationale n'a pas de valeur juridique pour radier Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Ne fait que dire, bon écoutez, nous allons saisir l'Assemblée nationale, le bureau, pour faire état d'une condamnation qui est définitive, pour que monsieur ne soit plus député. Mais il faut qu'une requête soit adressée au Conseil constitutionnel. C'est ce que prévoit, je dis bien par interprétation, mais textuellement, l'article LO 198. Vous voulez dire que le bureau de l'Assemblée nationale, le président du Parlement, n'aurait pas dû exécuter... Exactement. Il n'a même pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel. Seuls peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Le bureau de l'Assemblée nationale, je cite, un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ou du président de la République. Point. Final. Le nom du président de l'Assemblée nationale ne figure pas. Donc je pense que sur ce point-là, le Conseil constitutionnel va trancher. Maintenant, reste à savoir, vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est un régulateur. Ce n'est pas uniquement des droits qu'il fait, c'est des droits politiques. Le problème de la justice, le débat autour de la justice au Sénégal, alors avec l'arrivée de Pastef, ce débat-là est toujours l'indépendance de la justice, maître Moussa Diop. Ce débat sur la justice aujourd'hui au Sénégal se pose avec acuité. Parce que je pense que le président de la République, l'ancien président de la République, Macky Sall, n'avait pas perdu le pouvoir pour des raisons de réalisation. Ça, je pense que le Sénégalais... Bilan économique, financier, infrastructure... Infrastructure, c'est-à-dire le bilan est là. À quel coût, ça c'est un autre débat. Mais les réalisations sont là. Ce n'est pas le débat.
je suis pas nihiliste. Mais c'est sur la bonne gouvernance qu'il y a eu problème, sur l'instrumentalisation de la justice qu'il y a eu des problèmes. Je donne juste un exemple. Il fut un moment où le président du PASTEF, aujourd'hui Premier ministre, a été barricadé chez lui pendant 55 jours, sans droit ni titre, sans texte, sans décision notifiée. Pasteur avait crié au scandale. Exactement. Je me suis dit, même à l'époque, tous nous avions condamné cette position du pouvoir sortant. Une fois au pouvoir, nous devons nous garder de reproduire les mêmes registres. Entre, par exemple, ces deux choses-là, que savoir la radiation en tant que député et la déchéance à la mairie, là où sur le premier, je pense que Diaz avait même avoué, et je pense que c'est le ministre Aïssata Tall Sall qui était à l'Assemblée, qu'il sait qu'il ne serait plus député parce que la décision le concernant est définitive. Là, le débat ne doit pas être long. Sur la déchéance de son mandat de maire, moi, j'ai appelé à l'accalmie face à un combat que je considérais entre gladiateurs, qui pouvait être évité. Parce que quoi qu'on puisse dire, le droit a été utilisé par le passé, dans certains cas, pour neutraliser certains adversaires politiques, vous le savez, depuis les Karim Wade, Khalifa Sall, a été utilisé, même s'il y a des erreurs qui ont été commises, politiques, par certains. Mais, quand on parle de rupture, il faut, là où vous n'êtes pas tenu, c'est pas une compétence liée, éviter quand même de montrer aux Sénégalais que les pratiques d'antan perdurent. C'est pourquoi je trouve que la déchéance du maire de Dakar pouvait être évitée, sachant qu'il est inéligible désormais. Toute élection qui va venir, il ne pourra pas se présenter. Il lui restait 2 ans pour terminer son mandat de maire et que les questions de borne-fontaine politique ne doivent pas nous pousser à dire que telle personne n'est plus avec moi, ne peut plus gérer avec moi. Pour parler toujours de la justice, le Premier ministre, pendant la campagne électorale des législatives, a dit qu'il peut bien donner des ordres au ministre de la Justice qui n'a qu'à s'exécuter. Et oui, effectivement, nous avons tous entendu lors de la campagne électorale un candidat, un député, à la députation, prendre la parole et rappeler aux Sénégalais que un ministre de la Justice ou bien un ministre de l'Intérieur reste une autorité politique. Le concernant maintenant le ministre de la Justice, c'est là où des efforts doivent être faits pour montrer qu'il y a la rupture, parce qu'en disant que si je lui donne une instruction, il est tenu de l'exécuter. Ça, c'est ce qui fut. Le parquet dépend de l'exécutif, ça on le sait, par le biais du ministère de la Justice. Maintenant, il faudra que, il y a d'ailleurs un rapport sur les assises de la justice. Je pense que ça a été donné au président de la République le 4 juillet 2024 pour que ce soit mis en musique à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les règles qui ont été adoptées avec les amendements. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il faudra quand même un peu plus d'efforts pour montrer aux Sénégalais qu'il y a des actes de rupture. Surtout en pleine campagne électorale. Le ministre de la Justice, ce n'était pas le premier épisode. Sur l'esplanade du Grand Théâtre, le Premier ministre avait révélé qu'un militant de PASTEF avait commis un forfait, des insultes, et que c'est le ministre de la Justice qui lui envoie la vidéo pour dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait. Oui, Babacar. Ce qui s'est passé effectivement avec les propos qui sont tenus et certains comportements, je ne dis pas qu'il n'y a pas un début de rupture dans certaines choses. Il y en a, mais il faudra qu'on sache qu'on n'a plus de temps à perdre sur certaines mesures, sachant que tout le pouvoir aujourd'hui exécutif est entre les mains d'un parti politique. Oui, mais maître, je vais encore rappeler un autre fait. Il y a des dossiers qui font débat. Des soupçons de corruption à Lazer, à l'ONAS. Le Premier ministre a déclaré publiquement, et ça c'était à la Dakar Arena, qu'il n'y a pas de scandale dans ces affaires ou présumées affaires, alors que le ministre de la Justice nous avait dit auparavant que des enquêtes ont été ouvertes. Je pense que j'ai mieux compris maintenant le sens de votre question, lorsque vous avez donné des exemples précis et concrets. Il ne revient pas à un Premier ministre, autorité politique, administrative de l'État, de se faire le juge de dossiers qui sont en cours. Et surtout, dans un meeting politique, où on peut appeler X, venez ici, vous êtes blanc comme neige, et appeler l'autre en le traitant de voleur et tout simplement de brigand. Il revient aux autorités, si vraiment nous voulons aller vers la rupture, de façonner et de préparer des dossiers
par le secret de les enquêtes, de les confier à qui de droit le parquet, que ce soit financier ou classique, et de faire ce qu'ils doivent faire et continuer votre travail de redresser le pays, de remettre le pays sur les rails. Parce qu'aujourd'hui, la situation est très difficile, excessivement critique. Sur le plan financier, vous avez compris. C'est la raison pour laquelle je reviens encore sur ce problème de rupture. Il ne revient pas à un Premier ministre d'être dans un meeting politique, de blanchir X et d'accuser l'autre. D'ailleurs, ces jours-ci, vous avez vu des accusations sur des comptes bancaires à 1000 milliards, en faisant, disons, miroiter, je pense, un relevé bancaire qui s'est avéré faux. Attention à la justice la place publique. Ça, je pense que ce n'est pas un acte de rupture et nous nous dresserons contre tout acte qui n'irait pas dans le sens de la rupture. Et sur les soupçons de corruption à Laser. Alors, la question de Laser, oui. c'est une question. Je l'ai juste précisé que vous êtes l'avocat d'Adama Gaye, le journaliste qui a fait l'objet d'une plainte de la part d'Abbas Fall, ancien député, nouveau ministre, qui a été auditionné. Vous l'avez assisté à sa dernière audition à la division de la cybersécurité de la police. Oui, effectivement, vous le rappelez. de corruption à Laser. Voilà. Je pense que le problème de Laser, vous l'avez rappelé, il y a de cela quelques jours, nous étions à la cybercriminalité pour assurer la défense de M. Adama Gaye, journaliste investigateur, suite à une plainte de M. Abbas Fall, membre éminent du PASTEF, dans le dossier qui est encore pendant devant la justice, Laser. Vous savez, dans ce dossier, le gendarme des marchés a pris une décision du 2 octobre. L'ARCOP, pour être plus précis, a pris une décision suivant les éléments à sa possession pour suspendre ce marché, suite à je ne dis pas refus, à une non-coopération de Laser. Décision de l'ARCOP confirmée par la Cour suprême. Cette décision de l'ARCOP a fait l'objet d'un recours de Laser, un recours qui a été rejeté par la Cour suprême. C'est pas bon, au sens présomption simple. À la rencontre. Et entre-temps, un monsieur journaliste nom d'Adama Gaye en a parlé, ainsi que d'autres journalistes également, les Dakarois, pour ne citer que cela. Monsieur Abbas Fall a préféré retirer sa plainte. L'autre jour, nous étions devant la cybercriminalité de 10h jusqu'à 17h. Ce qui a été débattu là-bas relève du secret de l'enquête, mais ce qui est constant, c'est que monsieur Fall a retiré sa plainte à l'encontre de tous ceux qui en ont parlé. L'enquête se poursuit, c'est pas fini. La Banque Santander a parlé. Il y a des choses qui auraient disparu au niveau de l'argent qui est arrivé pour faire démarrer le projet, avant même démarrage. Donc il y a un débat sur la rupture et sur une manière de gérer ce qui appartient à tous, à savoir les deniers publics. Ce retrait de la plainte d'Abbas Fall peut-il être un indicateur que il y a aujourd'hui, chez les nouveaux pouvoirs publics, qui n'ont pas intérêt que cette affaire se développe davantage? Il y a un risque. Je ne le cache pas, il y a un risque que cela se développe davantage, parce que je pense qu'il est plus facile lorsqu'on est directeur général d'une société qui fonctionne avec des deniers publics, de répondre à une autorité publique. Je pense qu'également, si je me souviens bien, le Forum civil avec M. Birahim Seck avait soulevé le fait tout simplement de renégocier un contrat sans respect des formes. Vous savez, il y a un contrôle a priori en matière de marché public et un contrôle a posteriori. Le contrôle a priori, vous n'avez pas pensé à faire un contrat sans passer par la DCMP. Pour validation juridique et technique. Dans une affaire comme ça, l'indépendance de la justice, elle est importante, primordiale. Est-ce que la justice sénégalaise doit fermer les yeux sur cette affaire, ces grosses accusations de pot de vin dans cette affaire Azer? Est-ce que les Sénégalais n'ont pas le droit de savoir ce qui s'est passé? Les Sénégalais ont le droit de savoir et la justice aussi doit, même si à son temps, doit aller plus vite pour que ces choses-là soient derrière nous. Mais si ça traîne à ce point, ça ne peut que nourrir un peu le débat qui pollue. Mais il est précis que dans cette affaire-là, il faudra quand même aller très vite et surtout, il ne revient pas à un ministre également sur la place publique de soutenir que Abbas, même s'il avait volé cet argent, Motaï.
Ce n'est pas un ministre de parler comme ça. Sa collègue de la famille et de solidarité qui dit Abbas Montey. Il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Si on veut vraiment rompre avec des pratiques du passé, de l'arrogance, il faut arrêter ça. Les convocations d'Adama Gaye et d'autres journalistes dans cette affaire Azer et l'emprisonnement de voix critiques contre Pastef, et c'est peut-être le début, selon certains, d'une vaste opération de faire taire à tout prix tout ce qui critique Pastef. L'opposition aujourd'hui, de façon générale, face à un pouvoir qui s'appelle Pastef, qui a souffert d'injustice pendant le régime de Macky Sall, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est seuls les places qui changent dans l'espace politique, mais les pratiques restent les mêmes. Oui. La liberté d'expression, oui, existe au niveau d'abord de la Constitution sénégalaise, mais dans le cadre des lois et des règlements. Ça, je pense qu'il y a un périmètre en matière de liberté d'expression. Le PASTEF ou l'opposition d'antan a quand même eu un comportement dans ce pays pour lutter contre le pouvoir en place. Que ce soit conformément au droit ou même quelquefois dans des débordements, ça on le sait. Voilà. Mais je pense que là où on en est aujourd'hui, avec le pouvoir en place, je pense qu'ils sont très mal placés pour tenter de museler les gens. La justice maintenant devra faire son travail. Je pense que liberté rime avec responsabilité. Pour ceux qui prononcent, qui insultent par presse interposée, les réseaux sociaux, qui calomnient ou bien tout simplement qui diffament. Ça, c'est la justice qui fera son travail. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que chaque fois qu'on doit s'exprimer sur des choses comme ça, qu'on détienne les preuves de ce qu'on dit. J'appelle vraiment le gouvernement ou le pouvoir en place à faire état de retenue dans certaines décisions où on n'a pas besoin systématiquement, je dis bien systématiquement, de mettre ceux qui parlent en prison. Surtout lorsqu'ils détiennent des garanties sérieuses de représentation, quand on les convoque, ils seront là, et s'il faut les mettre en DP, en détention provisoire, ou même sous contrôle judiciaire, la liberté restant le principe. Mais les convocations à tout va, c'est pas un signe tout simplement de faire foisonner aussi la démocratie. Et comment définitivement empêcher, mettre fin à ce qui est constaté par certains, éviter définitivement que la justice ne réponde à des commandes politiques? L'exercice de la justice. Il y a d'autres questions sur l'amnistie. Est-ce qu'on va revenir dessus ou pas? C'était une promesse ferme faite aux Sénégalais. La question de l'homosexualité, là également. Ah ça, Pastef n'en parle plus. Je comprends, mais je pense que ils seront jugés par des actes, et non par ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent pas. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que tout ce qui avait été promis aux Sénégalais doit être exécuté. Voilà. Il n'y a plus d'alibi, sachant que le pouvoir en place détient, gère majoritairement l'Assemblée nationale, là où il y a le laboratoire pour faire les lois. Une majorité écrasante. Et j'espérais que ce ne sera pas une majorité mécanique, parce qu'il y a une nuance, et que les députés arriveront à être des députés qui réfléchiront par rapport à ce qu'ils ont reçu du peuple sénégalais. Mais également, je pense qu'on va avancer. Mais tout ce qui avait été promis aux Sénégalais, nous resterons vigilants pour que ça soit appliqué. Je fais partie de ceux qui avaient promis aux Sénégalais que ceci sera fait. Et sur la base de cela, nous avons eu leur confiance. La loi d'amnistie et son abrogation et ses conséquences judiciaires? Moi, je ne comprends pas pourquoi certains paniquent. Surtout des juristes. Juristes. Vous savez, quand on dit juriste, chacun peut y mêler des aspects politiques. Moi, je vous parle aujourd'hui purement de droit. Il est où le problème lorsqu'une loi nouvelle vient dire que oui, amnistie, mais sauf les crimes de sang? Pourquoi les gens paniquent? Parce que dire qu'il n'y aura pas de remise en cause de cet aspect sur les crimes de sang, c'est validé. Vous parlez comme le président de l'Assemblée nationale, une abrogation partielle. Exactement. Parce que les Sénégalais sont unanimes dessus. C'est ça. Sur la question soit exprimé en disant par exemple, justice disait comme l'actuel président de la République qui a été mis en détention provisoire, arbitrairement. Il y a des manifestations politiques, on vous attrape dans des manifestations, ce sont des délits. Voilà, une loi vient pour dire on passe sous silence cela pour retrouver le calme au Sénégal, mais ceux qui ont tué ne sont pas identifiés. Mais qui a tué Maître Moussa Diop? C'est pourquoi il faut d'abord savoir qui a tué avant de pardonner. Vous pardonnez à qui? C'est pourquoi la loi d'amnistie... Quelles sont ces personnes qui ont tué des civils ou des militaires?
Peu importe, moi je n'ai pas d'état d'âme sur ces crimes de sang. Vous savez, dans cette affaire-là, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Nous n'avons pas encore, ou personne n'a encore identifié les auteurs de ces crimes. On est en train d'insinuer sur des commanditaires, les donneurs d'ordre, et ceux qui avaient le régime, bien entendu. Parce qu'ils sont responsables de la sécurité des citoyens. Mais quand on laisse des gens armés, nervis, chose que, par exemple, le président Macky Sall avait combattu en 2011 sous Diaz. Sous Wade. Sous Wade, mais je pense, oui, sous Wade, mais dans l'affaire Diaz. Il ne faut pas revenir dessus pour qu'on voit au mois de mars 2021 des gens armés de gourdins. Les nervis armés, ce n'était que du côté du camp de Macky Sall? Non. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre agent de sécurité et nervi. Un agent de sécurité, c'est pour assurer votre sécurité et vos biens. Il est défensif. Alors qu'un nervi a une mission pour aller faire de sales besognes. Il est offensif. Je l'ai toujours dit, avec preuve à l'appui, que nous avons vu des nervis avec des bâtons au mois de mars 2021, lors de la convocation de M. Ousmane Sonko au tribunal. Au mois de juin, nous avons la décision qui tombe. Là, ce ne sont plus des bâtons, nous avons vu des armes de guerre. Ça, je pense que la presse nationale est témoin, la presse internationale également est témoin. Ça, c'est un acte de malgouvernance et ce qui a été fait doit être éclairci. Alors, venir 12 ans durant avec votre règne, de 2012 jusqu'à 2024, et au moment de partir, prendre l'éponge et effacer ce qui est marqué sur le tableau pour dire on ne poursuit personne, alors qu'on n'a pas encore identifié les auteurs, on ne peut pas parler de pardon. On pardonne à quelqu'un, mais on ne pardonne pas dans le vide comme ça. Il faudra revenir sur la loi d'amnistie, surtout pour les crimes de sang, pour que la vérité soit établie et que les responsabilités soient dégagées. C'est ça. Désignez-vous déjà Macky Sall comme un acteur principal dans ce qui est Il passé? a une grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et quel sort pour lui, selon vous? Parce que n'oublions pas, parce que le rappel est pédagogique. En mois de mars 2021, il s'est passé ici une vague de manifestations et de violences que le Sénégal n'avait jamais connues. C'est-à-dire le saccage des magasins et tout ce qui s'est passé, avec des morts également. Le discours d'un président de la République, homme d'État, je ne parle pas de politicien, homme d'État, était de calmer la situation, de réunir son peuple et d'appeler à discuter. C'est pas de dire j'ai été surpris, mais ça ne va pas recommencer. C'est-à-dire je me réarme. En tant qu'aussi gardien de la sécurité des personnes et des biens dans ce Sénégal, voir des gens qui ne sont pas des forces de défense et de sécurité détenir des armes de guerre, traîner dans les rues avec des véhicules sans plaque d'immatriculation, il y a de sa responsabilité. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, que personne n'ait peur dans cette affaire. Qui n'a rien fait, je pense que les autorités judiciaires ne vont pas condamner ou tirer dans le tas. Alors, je vous pose une question très simple, Maître Moussa Diop, vous êtes de la mouvance présidentielle. Le jour où des manifestations de cette envergure vont se dérouler sous le règne de Pastef dans le pays, que fera le gouvernement Pastef? Laisser les gens manifester, casser, attaquer le palais présidentiel ou d'autres institutions? On laisse les gens librement manifester? C'est comme ça que ça doit se passer alors? Alors, la manifestation, elle est encadrée. Je parle des principes. La manifestation, elle est encadrée. Et même les caravanes dans les rues sont encadrées. Il faut une déclaration préalable. Et vous devez informer l'autorité que tel jour, je serai tel axe sur tel axe. Comme ça, des mesures seront prises pour protéger aussi les personnes et les biens. C'est ça la réglementation. Il se va aussi bien pour les caravanes que pour les manifestations, les meetings. Le principe reste la liberté dans une démocratie. Et je pense que le Sénégal a suffisamment de forces de défense et de sécurité pour encadrer une manifestation où j'ai constaté que les manifestations encadrées engendrent moins de difficultés au niveau des dégâts que de les interdire. Je pense que la position également de ceux qui sont au pouvoir. On doit en arriver aujourd'hui à laisser les gens manifester devant le palais présidentiel. Pacifiquement. Attendez. Il y a eu la loi Ousmane Ngom qui interdit de manifester sur le plateau à Dakar. Mais aujourd'hui, Pastef doit ouvrir les vannes, laisser les gens manifester jusque devant le palais présidentiel. C'est ça, non? Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je suis en train de dire, sur le principe de la manifestation, il faudra qu'on respecte les règles
la démocratie et surtout des acquis démocratiques. Des acquis démocratiques et les renforcer au besoin. Mais je ne suis pas pour le désordre. Et face à... Je ne suis pas pour le désordre. Et je l'ai toujours dit. Face à des manifestations très violentes, à l'époque sous Macky Sall, l'État aurait dû faire quoi? Laisser les gens manifester, casser Vous savez ce que je fustige, surtout les morts. Je vous pose des questions très précises. Ma réponse sera précise. Moi, ce que je fustige un peu, ce ne sont pas le fait que les gens manifestent tout simplement. Non, c'est le fait qu'on interdise des manifestations qui pouvaient être autorisées. On les interdit uniquement pour des raisons politiciennes. Et deuxième chose, qu'on utilise de façon disproportionnée la force publique. C'est ça. On ne peut pas venir face à une manifestation où des gens n'ont que des cailloux, des pierres à jeter, vous utilisez des balles réelles. Ça, on ne peut pas le comprendre. Et je pense que j'appelle également l'État sénégalais, le pouvoir actuel, à revoir cette position en disant très clairement que pour les manifestations pacifiques, les balles réelles deviennent l'exception. Les balles à blanc doivent être le principe. Mais utiliser des balles réelles, on l'a vu, Macky Sall a eu une lourde responsabilité dessus. Maintenant, les manifestations en pleine ville face au palais présidentiel, je suis pour le maintien de l'arrêté Ousmane Ngom. Ah. Oui. Paradoxal, un peu notre. Vous savez que le palais de la République, c'est une garnison militaire, vous le savez. Alors pourquoi vous aviez dénoncé que le fait que la présidence achète des armes? Vous l'avez révélé. Nous étions une coalition des alliés. C'est peu que nous parlions pas le même langage. On trouve un consensus avec des concessions réciproques. C'est ça. Parce que tout le monde ne peut pas parler le même langage, avoir un neurone pour tout le monde. Ceux qui veulent aller manifester devant le palais, à leur responsabilité. Vous ne m'avez jamais vu, moi, aller manifester devant le palais, sachant qu'il y a un texte qui l'interdit. Maître Moussa Diop, l'invité du grand jury, il nous reste quelques petites minutes avant la fin de cette émission. Vous êtes membre de la coalition Diomaye Président, disais-je, parce que vous avez soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye à la dernière présidentielle, mais aux législatives, Diomaye Président n'a pas existé puisque le patron du PASTEF, Ousmane Sonko, a dit que son parti va aller à ces élections sous ses propres couleurs. Vous n'étiez pas content. Mais la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours Diomaye Président? Est-ce que cette coalition, elle existe toujours? Pour le rappel, Babacar, moi je crois non seulement au bon sens, je crois à l'éthique en politique, mais je crois à la vérité surtout. Dans l'histoire de Diomaye Président, lorsque nous partions à l'élection présidentielle du mois de mars 2024, il faut rappeler aux Sénégalais, et surtout au PASTEF, que le PASTEF n'existait pas à ce moment. Était dissous. Était dissous. Et le PASTEF a été rétabli par décret du 28 mars 2024, après l'élection présidentielle. Donc, Diomaye Président a été mis en place pour remporter les élections, avec succès. Quand nous devons faire de la rupture, et c'est une manière de faire la politique, il faut rester sur des règles. Voilà. Mais on ne peut pas venir à 8 jours des élections législatives. On ne sait pas où on met les pieds. Et par discipline, A.G. Dione et tant d'autres ont voulu attendre de voir ce que la locomotive, le PASTEF, va décider qu'on puisse se concerter et prendre une position. Rien n'a été fait. À 8 jours de la clôture des dépôts. J'en ai parlé sur la RTS parce que j'ai été invité. Le lendemain, M. Ousmane Sonko a invité tout le monde, pour ne pas dire convoqué, pour leur dire, écoutez, tout ce que vous aviez fait comme travail au sein de Diomaye Président, je vais le reverser au PASTEF. Parce que je pars avec le PASTEF. Sans concertation. Et je répète, sans concertation. Pourquoi les gens n'osent pas dire la vérité? Il y a 262 membres, mouvements et partis politiques, dont certains peut-être attendent des nominations, ils ne peuvent pas parler. Certains, d'autres ont reçu des nominations, ne peuvent pas parler. Donc, c'est pour des... Moi, j'ai l'habitude de dire la vérité, quel que puisse en être le prix. Vous le savez. Sous Macky Sall, j'étais sous décret quand j'ai dit ce que j'ai pensé. Et je ne le regrette pas.
Aujourd'hui, je ne peux pas être aussi du côté de la mouvance présidentielle, être un risqueur intellectuel. Je ne le ferai pour personne. Ce qui a été fait de façon unilatérale par le PASTEF, par Ousmane Sonko, qui a préféré mettre de côté ceux qui l'ont accompagné à la victoire du 24 mars et aller chercher des gens qui étaient contre sa candidature, qui l'ont mis en prison, et je parle des transhumants. Alors qu'on ne dise pas que ce sont des gens qui sont venus comme ça, qu'on a vu, qu'on a laissé. Non, certains ont été démarchés. Et je pense que le maire de Yeumbeul Nord ou Sud, Baragaï, oui, effectivement, je ne parle pas de Galobar dans le Mbacké, ont tous dit que le Premier ministre Ousmane Sonko les a appelés, démarchés pour qu'ils viennent. Et c'est ça qu'on combattait également, la transhumance. J'ai même entendu, et tout le monde le sait, il y a un discours du Premier ministre lorsqu'il recevait des artistes pour dire que à la date du 24 mars, restez où vous étiez. Et ça, c'est pas bon. Juste pour vouloir gagner, aller prendre tout le monde, aussi bien ceux qui sont avec vous, que vous avez certainement laissé de côté, mais ceux qui sont contre vous, qui l'avaient été, et mettre le tout pour créer vraiment une zizanie, et tout simplement dans le but de gagner. La coalition présidentielle s'appelle comment aujourd'hui? Elle s'appelle PASTEF ou elle s'appelle Diomaye Président? La coalition semble être périmée. Je n'ai pas voulu en parler avant. C'est la première fois que j'en parle aujourd'hui devant vous, Babacar. Parce que quand même, je ne fais pas partie de ceux qui vont prendre leur tapis de couchage pour aller être sous le bureau ou devant la porte d'Ousmane Sonko, toquer pour se faire embarquer, alors qu'ils n'ont rien fait pour la victoire, qui étaient même dans des coalitions opposées et qui ont fait campagne aux législatives contre la coalition là où ils sont investis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire au niveau de Déthié Fall, pour être plus précis pour ceux qui ne comprennent pas. Je ne le ferai pas, moi. Si les choses, des actes sont posés dans le bon sens, j'applaudirai. Mais si ça ne va pas, je le dirai. Aujourd'hui, je pense que l'État est PASTEF. Et aujourd'hui, Diomaye président, peut-être que le nom, Ousmane Sonko n'en veut pas. Il l'a montré. Je vous dis, en anglais, action speaks louder than talks. Les paroles passent derrière les actes. Les actes parlent plus haut que les paroles. Les actes posés, Ousmane Sonko n'en veut pas de ce Diomaye président. Ceux qui restent là-bas maintenant pour nous dire, voilà, Diomaye président, ils le font dans l'attente de quelque chose. C'est tout. Je pense qu'il y a une réunion qui a été tenue, une réunion très houleuse où j'ai pris la parole. Cette fameuse réunion où nous avons été informés que c'est le PASTEF qui irait et qui veut être député devra être PASTEF. Je me suis opposé au prix aujourd'hui de ne pas être député. Mais je ne regrette rien. Vous savez, la loi de la pesanteur, elle est là. Une pierre jetée vers le haut finira toujours par se retrouver en bas. Nous les invitons tout simplement à travailler et à éviter du mieux que possible le bavardage. Parce que... Mais alors, expliquez-nous. Pour vous, Diomaye président, c'est mort. C'est mort. Maintenant, il y a des gens qui sont là pour vous faire... retrouvez dans cette majorité présidentielle sous quelle bannière? PASTEF ou quoi? Ou faut-il créer un nouvel ensemble qui va constituer cette majorité présidentielle avec un nom différent de PASTEF, avec d'autres couleurs? Moi, je ne sais pas ce qui est dans la tête de Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui le volant de tout ce qui se passe sur le plan politique dans la mouvance présidentielle. Ce n'est pas le président Diomaye qui a la chaise politique, parce que lui a déclaré qu'il ne serait plus sur la scène politique, et je démissionnerai du PASTEF. Il y en a qui disent que c'est ça qui est transposé dans la marche de l'État. Vous y croyez que aujourd'hui, Diomaye président de la République, mais Ousmane Sonko, chef de l'État, vous y croyez ça? On verra. Maintenant, je ne suis pas... Certes, je porte le nom d'un prophète, mais je suis loin de savoir ce qui va se passer demain. Mais ce qui est précis, ce qui se passe déjà depuis 9 mois, c'est pas ça? Ce qui se passe depuis 9 mois, c'est que sur le plan politique, c'est Ousmane Sonko qui décide de tout. Et l'État est PASTEF, et on le remarque. Maintenant, moi, je leur souhaite vraiment succès parce que... Vous y restez dans cette majorité présidentielle, vous y restez. Mais qui peut m'y extirper, Babacar? J'ai quand même combattu au prix de la prison pour faire partie de Macky Sall. Nous sommes 3 grands leaders du Sénégal, de la mouvance présidentielle actuelle, opposition d'antan, qui avons fait la prison. Il y a Ousmane Sonko, il y a Diomaye, il y a Moussa Diop comme chef de parti. Qui d'autre? Les autres, ce sont des subalternes ou bien des seconds couteaux du PASTEF. Je les connais tous, nous avons été là-bas. Mais au prix du poste, il a été radié.
M. Ousmane Sonko de son travail par décret du président Macky Sall. J'ai été limogé par décret du président Macky Sall. Il s'est battu contre le troisième mandat. Je me suis battu contre le troisième mandat. Nous avons gagné ensemble. Et dans la zone où j'étais dans le Fouta, difficile de gagner, j'ai quand même eu là-bas, personnellement, une victoire dans tout mon centre contre Macky Sall. Seule victoire du Fouta. Aujourd'hui, qu'il y a eu transhumance, tout le monde s'est rué vers le PASTEF aux législatives. Ils ont eu des succès mitigés, mais tout le reste aujourd'hui, c'est le Sénégal qui m'importe. Et le Sénégal traverse une phase difficile sur le plan financier et économique. C'est ça la priorité. Ce n'est pas autre chose. Justement, la semaine prochaine, vendredi prochain, Ousmane Sonko va faire sa déclaration de politique générale. Le budget 2025 du Sénégal, il est en train d'être examiné en commission technique à l'Assemblée nationale avant les plénières qui vont suivre. Ce budget est-il ambitieux, est-il sincère à vos yeux, rapidement? Sur la sincérité du budget, je pourrais dire oui, parce que nous avons constaté que les budgets passés manquaient de sincérité. Ça, je pense que le Sénégal le sait. Le reste maintenant, sur la déclaration de politique générale du Premier ministre qui va intervenir, je pense, le 27, c'est ça? Après que les commissions aient voté les budgets, c'est ça? J'aurais souhaité que ce soit fait avant, parce que ça signifie que des députés ont voté sans savoir où va M. Sonko. Vous tenez à la rupture. Le train de vie de l'État va rester le même. Les budgets, c'est symbolique. Les budgets de la présidence de la République, de la primature et de l'Assemblée nationale sont les mêmes que sous le régime dirigé par Macky Sall. Vous savez, il y a le réalisme politique. Vous pouvez être dans l'opposition à faire miroiter aux Sénégalais certaines choses, mais une fois devant la réalité, vous allez savoir que vous êtes dans le dur. La suppression des fonds politiques, la suppression des fonds politiques promises par PASTEF ne se matérialise pas aujourd'hui. Alors, sur le train de vie de l'État, rapidement, je ne veux pas m'éterniser dessus, sur le train de vie de l'État, il y a des efforts qui ont été faits. Maintenant, ça reste vraiment insuffisant, il faut le dire. Le HCT a sauté. Quand même un budget de 7 milliards et demi, le Conseil économique et social a sauté. Il y a d'autres choses qui doivent être faites, parce qu'il y a des agences budgétivores qui n'ont rien à faire ici. Ça, il faut le reconnaître aussi, il faut continuer. Mais toutes les agences, toutes ces agences, PASTEF a nommé ces militants déjà avant même de penser à les supprimer. Et c'est ce qu'il faut contester. Et je le dis tout haut. Et je suis parti pour vous parler des agences de développement local, développement municipal, développement... Tout ça pour caser de la clientèle. Je pense qu'il faut aller plus loin et respecter ce qui avait été dit aux Sénégalais. Maintenant, sur les budgets de l'État avec, je pense, l'histoire des fonds politiques, suppression. Je vous ai toujours entendu, Babacar, ainsi que d'autres, dire, oui, vous aviez promis que c'était haram, il fallait supprimer les fonds politiques. Le programme de Diomaye Président que je détiens ne mentionne pas cela. Mentionne il faut transformer. La belle excuse. Non, c'est pas une excuse, c'est écrit. L'interprétation, c'est autre chose. Je n'interprète pas, je lis. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai envie de dire quelque chose qui ne va pas, je le dis. Je dis, dans ce programme, il est dit, transformons les fonds politiques qui ne sont pas sous contrôle en fonds spéciaux sous contrôle. De la sémantique. De la sémantique, le fond reste le même. Vous savez, aujourd'hui, on va regarder pour voir l'Assemblée nationale qui a aujourd'hui le devoir et surtout le pouvoir aussi de transformer certaines règles, parce que vous savez que les fonds politiques sont votés à l'Assemblée nationale sous le sceau du secret. Oui. Ils viennent de commencer leur travail, il faudra qu'ils aillent jusque-là. Et on a parlé de la loi de l'amnistie sur l'homosexualité et toutes ces choses-là. Mais on ne faut pas dire aujourd'hui, si on avait commencé par autre chose, on dirait bien, écoutez, le pays n'a pas d'argent, le budget est bloqué, il fallait commencer par là. Ils ont commencé par là, laissons-les continuer et soyons vigilants. Nous sommes des sentinelles. Merci, Maître Moussa Diop, d'être passé devant le grand jury des RFM. Merci beaucoup, Babacar, tout en précisant que je profite de l'occasion pour souhaiter une année 2025 meilleure que celle-ci de 2024, parce que 2024 a été une année spéciale d'élections, de violence, de reprise de pouvoir, de finances, vraiment dans tous les sens. Nous vivons des situations difficiles et que nos bailleurs de fonds commencent à hésiter pour financer le Sénégal. Et c'est très, très, très difficile. Donc, j'invite vraiment le régime en place à se pencher sur le travail,
et qu'on arrête un peu tout ce qui est discussion inutile, accusation inutile. S'il y a quelque chose qui est vu, donc à donner aux autorités compétentes pour prendre ces décisions, surtout judiciaires, au lieu de faire des tribunes politiques, judiciaires, publiques. Merci. Vous êtes Maître Moussa Diop, le leader de AG Jotna, parti membre de la mouvance présidentielle. On va plus dire Diomaye président parce que vous estimez que Diomaye président, c'est mort. Périmé. Merci à Abdou à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. RFM Midi.